Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la série Astrid et Raphaël. Enfin, série plutôt de l'épisode pilote pour le coup, qui a été diffusé le 12 avril 2019 sur France 2. Et si elle marche, ce qui a été apparemment le cas, il y a de fortes chances pour qu'il en devienne une série. Et franchement, vu ce que ça a donné, j'ai absolument aucune envie de voir une série comme ça exister un jour. En tout cas, si c'est la même forme que le pilote. Et du coup, c'est sous forme de téléfilm. Donc, le téléfilm raconte l'histoire de Raphaël, une enquêtrice qui mène des enquêtes pour meurtre. Surprenant, qui en fait rencontre un peu par hasard dans les archives une jeune femme autiste du coup qui va l'aider dans son enquête. Petit message avant de commencer, si par je ne sais quel miracle, on peut toujours rêver, hein, une personne bossant sur ce projet qui a un pouvoir quelconque sur France 2 ou qui peut, je ne sais pas, avoir une décision quelconque par rapport à vis-à-vis de ce projet en fait, qui voit cette vidéo, s'il vous plaît, si vous comptez en faire une série, allez voir l'AFA. C'est une association spécialisée sur l'autisme au féminin, et composée de femmes autistes, et elles savent concrètement ce que c'est être autiste et femme, et tout le paradigme d'autisme au féminin, etc. Ce qui n'est pas le cas clairement de vos scénaristes, de votre actrice, et ni des personnes qui ont participé à ce projet qui sont proches de l'autisme. On verra ça à la fin. Autre chose, avant de commencer, pourquoi vous n'avez pas pris une actrice autiste pour jouer le personnage autiste? Je veux dire, j'ai une formation de comédienne, je suis autiste, et je suis loin d'être la seule. Comme le milieu militant des personnes autistes et handicapées le disent, rien sur nous sans nous. Et c'est vraiment pas pour rien. Bref, on part sur le téléfilm. Comme pour chaque épisode, ou série policière que vous voulez, du monde en fait, elle s'ouvre du coup, le téléfilm s'ouvre sur le meurtre qui va être central à l'enquête. Et première apparition d'Astrid, donc la femme autiste. Elle se fait accoster par des gars qui cherchent à la draguer dans la rue alors qu'elle se rend à son lieu de travail. On peut voir qu'elle évite de regarder dans les yeux. Quand je n'arrive pas à regarder dans les yeux quoi que ce soit, par exemple une caméra, une personne, vous l'avez d'ailleurs peut-être remarqué dans mes vidéos qu'il m'arrive souvent d'avoir du mal à faire ça, je n'évite pas le regard en fait, je n'arrive juste pas à le faire. Ça me demande un effort considérable et ça me fatigue et me donne comme un ressenti de vertige en gros. Mais je n'évite pas volontairement de regarder dans les yeux mon interlocuteur, c'est tout le contraire. Je tente, mais n'y arrive pas. Et c'est le petit point de comédie. Quand tu es comédien et que tu dois jouer un personnage qui titube, par exemple, tu ne vas pas, en tant qu'acteur, faire exprès de tituber. Parce qu'alors, personne n'y croit, le public va se rendre compte que tu fais exprès et c'est pas naturel. Dans ce cas-là, c'est tout le contraire. Comme une personne qui titube réellement, ton but c'est de tenter de marcher droit tout en titubant, ce qui est extrêmement compliqué, mais du coup, ça rend ton jeu crédible. Et du coup, là, le public y croit davantage en tout cas. C'est exactement pareil pour l'histoire du regard dans les yeux. Là, clairement, la comédienne évite délibérément de regarder dans les yeux, réellement comme ça. Ce qui, du coup, n'est pas naturel pour elle, et ça se sent pour nos publics. Si elle avait tenté sans y arriver, ça aurait été plus naturel, plus crédible et plus proche de la réalité d'une personne autiste. Si vous voulez un exemple de ça, vous avez par exemple le jeu de Eddie Redmayne, je dois massacrer son nom, qui joue Newt Scamander dans Les Animaux Fantastiques, qui a du mal à regarder dans les yeux. Pour lui, c'est crédible parce que tu sens qu'il n'évite pas le regard. En attendant, ça ne serait pas arrivé si ils avaient pris une comédienne autiste pour le rôle. Puis Astrid part dans ce que l'on appelle l'infodump. En gros, c'est quand un autiste balance des informations en boucle sur une connaissance. Souvent, c'est sur les intérêts spécifiques. Sauf que là, c'est totalement gratuit. Encore une fois, quand une autiste fait de l'infodump, c'est absolument pas comme ça, sans raison. Et la scène se finit par les personnages qui se foutent gentiment de sa gueule et repartent. Réaction vachement sympathique comparée à la réalité, hein. Bref, l'enquête continue, je vais pas me focaliser dessus. Elle est assez banale en fait. J'ai grillé le meurtrier dès sa première apparition. Il n'y a rien de particulier là-dedans, tellement c'est pas original. C'est pas particulièrement mauvais non plus, hein, ça fait le taf, mais voilà, ça reste moyen. Première rencontre entre Raphaël et Astrid dans les archives. Et sans surprise, Astrid continue un infodump sans raison particulière, et chose assez incohérente en plus, dans cette scène, elle joue sur les sous-entendus en donnant volontairement un mauvais dossier à Raphaël. Après, bien sûr, certains autistes peuvent très bien manier le second degré, l'ironie, avec beaucoup de travail d'apprentissage, et en allant plus loin, peuvent très bien être des manipulateurs, et même être malfaisants.
Mais le personnage d'Astrid, tel qu'il nous est présenté et ses difficultés, elle en est clairement incapable. Donc du coup, c'est complètement incohérent. Et puis l'infodump est encore une fois exagéré. Mais ça va être une constante dans le programme. Un exemple assez bien sur comment gérer l'infodump, vous avez les séries Elementary et Sherlock. Pour les deux, les personnages de Sherlock Holmes ont des traits autistiques. Pour Sherlock, c'est clairement dit dans l'épisode sur Baskerville, pour Elementary, c'est absolument pas dit. Mais les deux personnages ont des traits autistiques certains, ont des connaissances et une mémoire hors normes, et font beaucoup d'infodump. Sauf que dans ces séries, c'est jamais fait gratuitement. Il y a toujours un vrai contexte, et c'est pas en permanence. Les personnages sont également d'ailleurs définis autrement que par des traits autistiques, puisqu'ils ne sont pas seulement autistes, mais des personnages à part entière, ce qui n'est pas le cas de Astrid et de la plupart des fictions qui incluent des personnages déclarés comme étant autistes dans la fiction. Et donc, s'enlève du réalisme et de l'ampleur aux personnages, et moi en tant qu'autiste, du coup, je ne m'identifie absolument pas à eux en fait. Je vous passe une bonne partie du téléfilm pour arriver à une scène sur le téléphone. Donc on retrouve Astrid qui doit appeler l'enquêtrice avec un schéma de discussion très particulier parce que le téléphone c'est pas son fort. Comme pratiquement tous les autistes d'ailleurs. Et comme la réponse attendue que lui donne l'enquêtrice ne fait pas partie de son schéma de discussion intégré ou appris, elle raccroche. Et là pour la première fois on a quelque chose d'enfin réaliste qu'il faut vraiment applaudir. En effet, le téléphone est vraiment compliqué pour beaucoup d'autistes et généralement on est incapable d'appeler. Je vais dire 2 mots sur la tenue d'Astrid. Une écharpe bleue, un pull bleu, un sac à dos bleu. Devinez pourquoi. Parce que le bleu c'est la couleur utilisée par les autistes, hein. Cette idée vient de Autism Speaks, une association de parents et pas d'autistes qui a une grande importance dans le monde, qui a choisi le bleu pour l'autisme, car ils partent de l'idée reçue qu'il y a plus de garçons autistes que de filles, et exclut les autistes de ces mouvements. Ça vous rappelle quelque chose? Oui! En France, on a la même équivalence avec vaincre l'autisme, dont juste le nom est une insulte pour tout autiste. Mais bon, on s'en fiche que les autistes, donc les premiers concernés, se battent contre ce bleu et ses assos, hein. D'où l'importance, encore une fois, du jamais rien sur nous sans nous. Donc, on continue avec une scène dans le commissariat. Astrid est traînée par Raphaël. Elle est dans un environnement qu'elle ne connaît pas et surtout bruyant et angoissant. Sans surprise, elle part car elle est en surcharge. Et là, traitement que je trouve intéressant, comme elle fonctionne différemment des autres personnages, la majorité en dehors de Raphaël en font une suspecte pour l'enquête. Donc, elle se fait arrêter et finit en garde à vue. Et là, 2 choses. 1. Le balancement. C'est ce qu'on appelle des stéréotypies. Comme pour les yeux, le balancement comme le style de manière générale, donc en gros le jeu sur le sensoriel et la proprioception, c'est fait de manière souvent inconsciente. Et là, comme pour les yeux, on le sent que l'actrice fait exprès de se balancer d'avant en arrière. Là où pour une personne autiste, c'est complètement involontaire, et souvent quand tu t'en rends compte, t'arrêtes de le faire. Ensuite, dans cette séquence est traité le shutdown. En gros, c'est une crise où la personne autiste va être muette, sans énergie, souvent à cause d'une émotion forte ou alors d'un trop fort stimuli sensoriel. Dans cette scène, Astrid est en shutdown, mais encore une fois, c'est mal géré puisque tu as l'impression, en tant que spectateur, qu'elle veut volontairement ne pas parler. En vrai, elle ne peut pas. Donc, qu'elle parle après avec l'enquêtrice une fois que les hommes sont sortis, c'est pas cohérent. Quand tu fais un shutdown, que tu te retrouves sans pouvoir parler, tu ne vas pas te mettre à parler comme ça par magie parce que tu as une personne que tu apprécies qui vient te voir. Et en plus, dans le cas de Raphaël, c'est plus une amitié de circonstance qu'autre chose. Et c'est là qu'on entre dans la partie que j'ai appelée « Je ne suis pas autiste, je n'y connais rien, mais je vais te malmener pour obtenir ce que je veux ». D'abord, Raphaël demande à inclure Astrid officiellement dans l'enquête. Pourquoi pas? Sauf que Astrid refuse. Elle lui dit clairement non. Mais Raphaël n'en a rien à faire. Et donc, elle cherche à la manipuler. Elle se trouve alors dans ce moment-là dans une réunion d'autistes anonymes. Ce qui n'existe pas sous cette forme-là, en tout cas je crois pas. Mais on va laisser le bénéfice du doute vu que ça nous offre une scène intéressante. Pour la première fois dans une série sur l'autisme, ou dans une œuvre sur l'autisme en général, on traite du spectre et des différences entre les autistes. Et ça, c'est méga positif. On a des personnes à l'autisme très visibles. Des personnes qui sont complètement invisibilisées. Les discours de la réunion sont d'ailleurs proches de vrais discours que l'on a pu avoir par internet entre nous, notamment le validisme et qu'on n'a pas à se cacher pour plaire aux neurotypiques en fait. Ce qui du coup, passer le temps agréable de la surprise est rageant. Parce que cela montre que les scénaristes savent ce qui se passe et se dit dans la communauté autistique. Mais dans ce cas, pourquoi autant de clichés? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que comme ça qu'ils ont pu être au courant de ces propos-là, clairement. Pourquoi avoir fait toutes ces erreurs et pire, pourquoi avoir maintenu un message dangereux que l'on verra du coup à la fin? Passer
Passé la réunion, un homme autiste dit à Raphaël comment manipuler Astrid. What the fuck? La technique, c'est de passer par les intérêts spécifiques pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs, pour qu'ils utilisent intérêts spécifiques dans les dialogues, c'est vraiment qu'ils se sont intéressés à la communauté autistique. Parce que, médicalement parlant, on appelle ça des intérêts restreints en fait. Il n'y a que les autistes qui parlent d'intérêts spécifiques. Et à quel moment un autiste va te faire un cours sur comment manipuler autrui? Et sinon, tu penses juste un petit peu au consentement en fait. C'est de la manipulation et de l'abus de faiblesse, aggravé par le fait que Raphaël sait très bien qu'Astrid est autiste, et donc moins enclin à se méfier et plus facilement manipulable. Par la suite, elle amène Astrid, qui se fait prendre au piège, un peu partout pour poursuivre l'enquête. Elle utilise la très bonne mémoire de la jeune femme pour son profit, et plus ça va, plus elle la malmène. Elle l'amène dans un endroit trop brillant pour une personne autiste par exemple, mais apparemment, le scénario en a conclu qu'Astrid n'était plus autiste. Ah, c'est pratique, mais si la fille, elle supporte pas d'être dans un commissariat sensoriellement parlant, elle va pas supporter d'être dans un bar par exemple, ou dans une rue, ou dans ce genre de choses, c'est pas possible. Et elle a pas de protection ni rien, ça a des protections encore, pourquoi pas, mais là c'est même pas le cas. Encore une fois, tu prends Sherlock ou Elementary, le personnage n'arrête pas d'être autiste quand ça arrange le scénario. Et au bout d'un moment, Astrid finit par dire qu'elle fatigue d'être avec elle. Quand tu es autiste, en fait, tu as une fatigue qui est proche de la fatigue chronique. Donc en gros, chaque interaction sociale, chaque bruit, chaque odeur, chaque perturbation sensorielle en général, chaque déplacement est épuisant mentalement, et s'il y a un trop plein de surcharge, ça conduit à une crise autistique, voire un burn-out autistique ou une dépression, tout ce que vous voulez. En gros, Astrid tente de dire à Raphaël qu'elle commence à sérieusement ne plus être bien, et Raphaël minimise. Et puis une dispute éclate entre les deux, et là, le gravité des circonstances pour Raphaël et ses manipulations cessent. Mais elles finissent par se retrouver et on a une nouvelle séquence où Raphaël, après avoir identifié le meurtrier, se débarrasse d'Astrid pour l'envoyer mentir et chercher son fils. Donc elle l'utilise encore pour son propre profit en fait, et à des fins personnelles. Et Astrid arrive à mentir alors que depuis le début, elle en est strictement incapable. Donc, en plus de l'incohérence énorme, c'est évidemment de la manipulation. La dernière scène montre les deux femmes dans un bistrot à boire un verre. On voit que Astrid n'est pas bien car il y a du bruit, du monde, mais on s'en fiche. Et c'est là que la phrase « il faut sortir de ses frontières » est prononcée. À comprendre que pour avancer, il faut sortir de sa zone de confort. Ça vaut pour Raphaël qui doit voir au-delà de la différence. Mais bon, de toute manière, elle manipule Astrid, a très bien compris qu'elle était différente et même comment utiliser sa différence pour son propre profit. Donc pour elle, on va dire que ça va, hein, tranquille, elle a capté ça. Hein. Et pour Astrid, ça veut dire qu'elle soit pliée aux règles sociales qu'elle refusait de suivre auparavant pour devenir finalement proche des neurotypiques et devenir en tout cas plus conforme à l'attente des neurotypiques, même si elle se fait du mal. Encore une fois, quand tu es autiste, tu dois apprendre à vivre avec, par contre, ce qui implique ne pas se faire du mal pour autrui et pour lutter contre, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. En gros, le sous-texte de tout le téléfilm, c'est il faut que les neurotypiques sortent les autistes de leur bulle, mot utilisé réellement, sauf que Astrid n'est clairement pas dans sa bulle, elle a quand même conscience du monde qui l'entoure. Et puis encore une fois, être dans sa bulle, c'est tellement subjectif en fait. Tu peux pas savoir tant que t'es pas dans le corps de la personne, c'est la conscience de qui l'entoure ou pas. Et dans le cas, en tout cas d'Astrid, il y a même pas doute à avoir à ce propos. Hein. Clairement, la question ne se pose pas. En forçant les autistes et les poussant, peu importe les conséquences. Et non, c'est super dangereux. La santé mentale de la personne autiste est primordiale et bien plus importante que l'idée qu'il faut rendre la personne autiste plus neurotypique en fait. Déjà, elle ne sera jamais neurotypique et en plus de ça, c'est dangereux pour sa santé encore une fois. On retrouve alors le cliché d'un Rayman, mais version féminin, ce qui est positif dans l'idée de montrer une femme autiste, clairement, parce que ça reste quand même encore très rare, mais pas de jouer sur le côté spectacle de l'autisme en fait, parce que c'est clairement ce qui se passe depuis le début. Et la différence entre Rayman et ce téléfilm, oui j'ai fini par voir Rayman, c'est que la connexion et le lien entre le personnage de Tom Cruise et son frère est au début mauvaise et manipulatrice pour ensuite devenir un vrai lien de confiance et de fraternité finalement. Là, dans ce téléfilm, c'est une amitié de circonstance qui devient de plus en plus une réaction toxique pour devenir de la manipulation. Il n'y a pas de relation de respect qui s'est créée, il n'y a pas d'amitié sincère finalement qui s'est créée entre les deux personnages. Ce qui en soi pourrait ne pas être un problème. Par exemple, vous prenez Sherlock, la relation entre Sherlock et John Watson est extrêmement néfaste en fait. Clairement, Sherlock manipule et abuse et est dans une relation toxique avec John Watson. Malgré tout, c'est pas problématique vu que dans la série, Sherlock est clairement montré comme un connard en fait. Donc c'est pas... Et c'est pareil par exemple si tu prends Dr House, où clairement pareil, Dr House est un énorme manipulateur. La série impose dès le début que ce soit un connard et du coup les actions qu'il fait sont clairement des actions de gros connards et du coup ça va quoi, c'est pas problématique parce que justement comme on nous montre que c'est un gros connard, c'est un gros connard donc
On sait que ce qu'il fait c'est pas bien, même si nous, en tant que spectateurs, on en rigole. Là dans le cadre de ce téléfilm-là, il n'y a pas cette notion-là de sociopathe pour un ce qui concerne Raphaël. Elle n'est pas présentée comme étant dangereuse ou manipulatrice. Et du coup, c'est problématique, parce que ce qu'elle fait subir à Astrid semble du coup normal, alors que ça ne l'est absolument pas. Ça va légitimer ce type de comportement, sans parler qu'il y a énormément de familles qui sont maltraitantes envers des enfants autistes. Parce que bien souvent, souvent c'est parce qu'elles comprennent pas la réaction des enfants, et d'autres fois c'est parce qu'elles veulent normaliser l'enfant et le faire qu'il soit plus autiste en fait, même si c'est impossible, même si ça lui fait du mal. Et du coup, on montre Raphaël comme une personne bienveillante, et comme une personne absolument géniale et très tolérante, parce qu'elle s'occupe d'une autiste. Alors que, clairement, elle ne fait que de la manipuler et en fait en quelque sorte son animal de compagnie, sa curiosité de cirque finalement. De toute manière, tout le film montre l'autisme comme une sorte de curiosité spectacle en fait. Et c'est Astrid finalement qui est réellement géniale parce que déjà en dehors de son autisme, c'est clairement un génie. Et aussi parce qu'elle supporte absolument tout ce que lui fait subir Raphaël et le monde en général. Et ce propos du gentil neurotypique parfait qui s'occupe de l'autiste imparfait, qui serait du coup un héros gigantesque parce qu'il a toléré, donc il s'occupait de toi, gentil autiste imparfait, encore une fois ça donne énormément de crédit à des discours validistes et dangereux pour ta santé, pour la santé des personnes autistes en général. Cela en fait un téléfilm pour et par des neurotypiques qui du coup se servent de notre handicap pour faire du spectacle et des audiences. Et en plus de ça, ils utilisent ça pour s'auto-congratuler finalement de nous supporter. Et quand tu cherches des réactions de neurotypiques par rapport à ce film, tu vas voir qu'il est émouvant, beau, réaliste. Oh, c'est bizarre ça qu'ils aient aimé un film qui les traite en héros. Surprenant, dis donc. Et du coup, je ne peux m'empêcher de penser à aux neurotypiques qui vont tomber sur ce téléfilm et qui vont intégrer dans leur tête que le cliché qui est Astrid représente l'autisme, parce qu'on n'appuie pas tant que ça sur le spectre en réalité, on le voit lors d'une scène, c'est tout. Et du coup, qui vont se dire que ça c'est l'autisme, et donc tant qu'à toi tu es un autiste invisible, invisible, encore une fois t'es pas vraiment invisible quand t'es autiste, c'est juste que les gens pensent pas que t'es autiste en fait. Tu vas leur dire, voilà, j'ai un diagnostic d'autisme, j'ai besoin de telle chose, de telle aide, ou ce genre de choses, ou juste tu leur annonces quoi. Ils vont te regarder en mode, non mais c'est pas vrai, tu peux pas être autiste, enfin. Et c'est ce genre de trucs là, de téléfilms ou d'œuvres semblables, qui forgent encore plus en difficulté en fait, de nous aider. Et puis alors que je parlais avec d'autres autistes sur internet, une personne nous apprend que dans le générique, on remercie vaincre l'autisme. C'est à la fois pas étonnant, comparé à tout le ressenti précédent, et également assez gerbant. Vu certains propos, les scénaristes ont conscience totalement de ce qu'ils font. Et on fait venir une personne de vaincre l'autisme sur ce projet. Sérieusement, c'est tellement insultant. Tellement. Bon, même si ça va rallonger considérablement la durée de la vidéo, regardons qui a aidé ce projet plus en détail. Dans le générique, on a dans l'ordre la ville de Paris. Ça, je suppose que c'est pour le tournage. Une préfecture, donc ça c'est pareil. Ça peut être pour plein de raisons et probablement pas pour l'autisme. Des archives départementales, ça c'est sans doute pour se renseigner sur le métier d'archiviste, vu que c'est le métier d'Astrid. Puis des autres noms sur lesquels je vais pas m'attarder plus que ça. Un établissement privé de santé, ça peut avoir plein de raisons, que ce soit des lieux de tournage par exemple, ou également peut-être un rapport avec l'autisme. Comme j'ai pas réussi à déchiffrer correctement le nom entier, j'ai pas retrouvé ce que c'était exactement comme établissement, mais voilà, ça peut être pour plein de raisons, ça peut être pour l'autisme, tout comme ça peut être simplement pour un lieu de tournage, parce que les personnes ont aidé par exemple à prêter je sais pas, du matériel médical ou des informations par exemple aux médecins légistes, ce genre de choses. Lycée professionnel, pareil, c'est un rapport avec le cinéma et le théâtre en général. Puis, Natalia Podemonte. Je prononce son nom à l'italienne, enfin j'essaye parce que je suppose que c'est d'origine italienne. Je le prononce peut-être mal, ceci dit, c'est pas impossible. Ça va prendre du temps. Natalia Podemonte, qui est en fait Sophia Pez, son pseudonyme. Voici un article de Sophia Pez, vous l'enlevez en description. Que fait-elle avec Joseph Chovanec? Aucune idée. Bref, et je vous rapporte également de toute manière des liens pour attester mes propos. Il commence tranquillement, elle se présente, elle explique pourquoi ce pseudo, pourquoi pas son vrai nom. Puis présente son entreprise, qui est une entreprise de juristes, qui n'embauche que des personnes autistes, ce qui est très très cool comme initiative, parce que du coup, ça peut aider du coup à sortir de la précarité les personnes autistes, parce que généralement les personnes autistes ne travaillent pas, ou alors sont extrêmement précaires. Elle s'en prend notamment à Rudy Simone,
qui est une représentante importante de l'autisme, en tout cas aux USA. D'abord parce qu'elle n'aurait pas de diagnostic. Après vérification et recherche, il s'avère qu'en effet, Rudy Simone n'a a priori jamais été diagnostiquée autiste. J'accepte son argument. Puis elle dit, dans son livre Asperger, elle, donc Rudy Simone, conseille le régime de Natasha Campbell pour guérir l'autisme. Alors pour ceux qui ne savent pas du coup, Natasha Campbell est une mère d'un enfant autiste qui a écrit tout un livre comme quoi elle a guéri l'autisme de son enfant à base d'un régime spécial, souvent essentiellement sans gluten. Ce qui est de la grosse connerie en barre évidemment. Non en fait. J'ai lu le livre qui est critiqué en question et à aucun moment on ne fait la promotion d'un régime pour guérir l'autisme. On parle en effet d'un médicament et sorte de mode de vie, on va dire un régime du coup, mais pas dans l'idée de guérir l'autisme. On en parle dans l'idée de ça peut potentiellement aider, mais c'est tout en fait. D'ailleurs, le livre de Rudy Simone qui est critiqué là, qui est l'autisme au féminin, n'a jamais eu la prétention à aucun moment d'être un livre qui reposait sur la science. C'est juste un livre écrit par une femme pour des femmes autistes. Croyez-moi que s'il était écrit dans ce livre qu'on pouvait guérir l'autisme grâce à un remède miracle, je ne l'aurais jamais conseillé. Elle fait d'autres reproches complètement infondés au livre, je vais pas m'attarder dessus parce qu'il faudrait prendre des heures. Bref, on lui demande après ce qu'elle pense de la prévalence de l'anorexie chez les femmes autistes. Oui, si vous ne savez pas, les femmes autistes ont plus de chances d'être anorexiques. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes autistes qui sont anorexiques ou de personnes qui sont détectées anorexiques qui sont en fait autistes. Bref, du coup, elle affirme que c'est faux. Je veux bien, d'accord, pas de souci. Mais toujours pareil, les sources. Et puis, accrochez-vous bien, elle sort tranquillement comme ça qu'être anorexique, c'est preuve d'une grande force mentale. Peut-être que cette personne est anorexique, j'en sais rien. Parce que ce genre de discours-là, de toute manière, comme quoi l'anorexie est une force, on le retrouve essentiellement chez les pro-ANA, donc c'est des mouvements limite sectaires de personnes qui font la promotion de l'anorexie comme étant un choix de vie, alors que c'est une maladie l'anorexie. Donc peut-être que cette personne-là est anorexique, j'en sais rien. En tout cas, c'est extrêmement irrespectueux pour toute personne ayant été concernée de près ou de loin par l'anorexie un jour dans sa vie, parce qu'on parle d'une maladie mortelle, là. Il y a des gens qui meurent tous les jours, tous les ans, parce qu'ils sont anorexiques. Et elle te sort, oh, c'est une force mentale. Pardon? À quel moment? Et à quel moment c'était légitime de tenir un discours comme ça? C'est hallucinant. Comment cette personne peut avoir du poids? C'est pas possible. C'est un niveau là assez élevé de conneries quand même. Hein. Bref, on va se calmer un petit peu. On arrête là pour cet article-là. Sinon, elle s'amuse à dire sur Facebook que l'autisme au féminin n'existe pas, même si les dernières études en date qui sont plus récentes prouvent le contraire, mais bon. Elle n'existe pas, étude que je vous mets en lien également d'ailleurs. De sorte que les femmes qui disent être autistes se font ça pour draguer et séduire parce que c'est sexy d'être autiste. Ok. Et évidemment, cerise sur le gâteau, elle remet en doute les diagnostics des personnes qui se disent autistes, surtout si c'est des femmes. Alors, si tu veux jouer à ce jeu-là, ma grande, tu es perdante, parce que publiquement en 2016, tu as écrit du coup un pavé dans un forum où tu expliques que tu as été diagnostiquée par 2 psychologues. Je ne m'amuse pas à mettre en doute sur les diagnostics des personnes qui disent être autistes, même si elles sont autodiag. Franchement, c'est pas mon trip et j'ai toujours à foutre que ça de toute manière. Et en plus, tu ne connais pas le vécu des personnes, tu n'es pas médecin, donc tu vas pas t'amuser à faire ce genre de choses quand t'es un peu cohérent. Elle joue à ça pour te dire qu'elle a été diagnostiquée par des psychologues. Je suis désolée, mais un simple psy ne peut pas te diagnostiquer. Il peut t'orienter, il peut évidemment énormément t'aider, surtout si c'est un psy spécialisé dans l'autisme. Il peut te dire que ça peut être ça ou pas, il peut te passer ce qu'on appelle des pré-diagnostics. En gros, c'est des tests qui te disent si tu as potentiellement des chances d'être autiste ou pas, mais c'est potentiellement, donc c'est pas tu l'es ou non. Un psychologue ne peut pas te diagnostiquer autiste officiellement, en tout cas pour le moment en France. Seuls des médecins le peuvent, donc c'est-à-dire des psychiatres, un CRA, un neurologue également le peuvent pour l'autisme, mais un psychologue, non. Et comme c'est souligné par d'autres confrères autistes, du coup, c'est absolument pas étonnant de voir ce que donne ce pilote. C'est pas comme si c'était difficile de se renseigner. Encore une fois, tout ce que je vous donne là, c'est des trucs que j'ai fait rapidement ou que je dois à d'autres personnes qui m'ont passé des screens. Mais voilà, généralement, c'est juste moi qui tapais le nom des personnes sur Google, qui fait des recherches pour voir qui lisait quoi, etc. Encore une fois, on ne fait pas gaffe aux experts qu'on invite. Et c'est le moment où je salue d'ailleurs M6 et son zone interdite sur l'autisme qui ont fait intervenir un psychiatre qui est psychanalytique et favorable au packing et qui est passé par le mur la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme qui est dans
documentaire qui met en lumière les comportements absolument aberrants des psychanalystes. Et il est là-dedans, et malgré tout, on continue à le consulter, voilà. Ce gars-là, c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Beau travail journalistique, encore une fois, parce que c'est pas très compliqué de te renseigner sur la personne que tu trouves. Je suppose que ça fonctionne sans doute par le carnet d'adresse et du bouche à oreille avec machin, je connais machin, etc. et qu'il faut pas plus de recherche que ça. Mais c'est de la grosse flemme et ça a des conséquences, les gars. Arrêtez de légitimer les personnes qui disent n'importe quoi. C'est grave. Arrive ensuite, vaincre l'autisme, du coup. Je vais pas revenir dessus. Puis, 2 autres noms de personnes ayant encore une fois un rapport avec le milieu de l'art et avec le monde des avocats, des juges, etc. Donc de la justice. Donc rien à voir avec l'autisme. Donc on peut supposer peut-être 3 consultations de sûr par rapport à l'autisme, dont les 2 qui craignent énormément et qui auraient pu être évités en faisant des recherches sur qui étaient ces personnes. GG les chaînes de télé. Hein. Bon, ça aura été long, mais c'était important. Je vous dis à la prochaine. Ciao!